Vous savez, dans le milieu, les macros disons, donnent des coups comme ils font l'amour, entre guillemets, parce que ça aussi, ils sont complètement impuissants. Hein. Bon, pour eux, c'est une règle. Ils donnent des coups comme ça, et la femme réussit à accepter. Ça fait aussi partie du conditionnement. La prostitution en France n'est pas un délit. Chacun est libre de son corps, mais ce que la loi autorise, le milieu l'interdit. Lorsque l'on sait que la prostitution rapporte chaque année 7 milliards de francs, on comprend pourquoi pas une de ces femmes, et elles sont 5000 dans le quartier Saint-Denis, n'exerce librement son activité. Petits souteneurs ou hommes d'affaires possédant hôtels, bars, studios, quand ce ne sont pas des immeubles entiers, les proxénètes sont partout où il y a de l'argent à prendre. Le quartier Saint-Denis est ainsi devenu un gigantesque centre commercial qui fait à lui seul la moitié du chiffre d'affaires national. Ici, il faut qu'une femme rapporte, qu'elle le veuille ou non. Est-ce que vous avez rencontré des filles qui faisaient ce métier, mais qui avaient été amenées sans être consentantes au départ? Bien sûr. Forcées, Bien sûr. kidnappées? Forcées, oui, c'est certain. J'en ai connu une dont on menaçait de tuer le fils. Vous voulez dire qu'en ce moment, rue Saint-Denis, par exemple, sur les quelques milliers de filles qui y travaillent, un certain nombre y ont été amenées de force? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le quartier Saint-Denis est un monde à part dont on ne voit tout d'abord que la faune des petits truands, comme ces joueurs de bonneteau qui tentent d'escroquer aux naïfs quelques billets de 100 francs. Un monde qui a ses règles, le silence et bien sûr l'anonymat. Ça va pas, non? Non, mais il va là-dessus, là, ou quoi? Donne la pellicule, démerde-toi. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de mal, hein? T'es con, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me crois? Mais tu me crois où? Ouais, doucement, hein, les filles, hein? Quoi? On n'est pas des... Hein? Laissez, monsieur, laissez. Ouais. Rendez-moi mon appareil. C'est pas des modèles? Oui, c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? C'est caché. Mais oui, mais j'en ai plus. Faut pas nous prendre, vous savez pas. Cet incident donne une idée des précautions qu'il a fallu employer. Caméras dissimulées, voitures banalisées, micros cachés. C'était le seul moyen de mener notre enquête. Comment ça, on n'a pas le droit? Non, vous n'avez pas le droit. Appelons-la Brigitte. Elle a 22 ans et elle vient de réussir à quitter son proxénète. Cela arrive parfois, rarement. Depuis, elle se cache. Chacun a sa place réservée. Oui, chacun a sa place bien définie. Et tout le monde ne peut pas avoir une place comme ça. Mais les places leur sont attribuées par quelqu'un ou c'est elles qui les choisissent ces places et puis qui s'y imposent? Au départ, même si elles arrivent comme ça, sans rien demander à personne, elles sont immédiatement rejetées. Hein, parce que bon, ça fait une place occupée, ça fait une femme de plus, ça fait un client en moins pour chaque fille. Oui. Alors il faut qu'elles soient présentées. Voilà. Là, généralement, elles sont présentées par un homme qui est aussi le souteneur. Au départ, c'est la petite copine, ou c'est l'amie, ou c'est bon. Et après, c'est la fiancée, puis après, ça devient la femme. Et une fois que c'est la femme, elle est... C'est la propriété. C'est la propriété. Voilà. Ouais. Quand un homme dit c'est ma femme, ça veut dire que c'est ma gagneuse. Quoi. Vous aviez un protecteur. Oui. Alors où était l'endroit où vous... Juste là? Vous avez l'air ému et un peu gêné de passer devant. Ça vous fait quelque chose? Bah oui. Moi, ça me rappelle des... Vous avez peur? Un peu, oui. Quel souvenir, quel sentiment vous avez en y repensant à cet homme particulièrement? Oh, j'ai toujours peur de lui, j'ai toujours une crainte. Hein. Mais au début, c'était un petit peu un béguin. Oui, au début, j'étais amoureuse de lui. Tout. Oui. J'ai voulu travailler la nuit parce que je voulais pas travailler dans une usine et gagner le SMIC parce que c'est tout ce que je pouvais gagner. Oui. Au départ, c'était un choix. J'avais un goût de l'argent, je voulais gagner beaucoup d'argent pour m'acheter une affaire et vivre décemment. Au départ, ça me dérangeait pas de faire tout ça. Parce que j'avais un idéal d'avoir de l'argent, de monter une affaire. Je croyais en lui, je pensais que j'allais me marier avec lui. Après, bon, j'ai eu un dégoût de travailler la nuit, j'en avais assez. Et puis, bon, des jours où je me révoltais, j'en ai marre, je te donne mon fric ou j'arrête de bosser. Bon, il n'était pas d'accord et il me frappait.
Je subissais des violences, des coups dans la figure, notamment une chose de noyade dans la baignoire. Et vous donniez tout ce que vous gagnez? Non, pour mon cas personnel, je donnais une partie. Au début, exactement, je donnais tout parce qu'il y avait cette illusion de couple. Là, on disait on est un couple, c'est normal, on se partage les frais de la vie. Oui, je donnais tout, en fin de compte. Qu'est-ce qu'il faisait de tout l'argent qu'il récupérait, je dirais? À quoi il le dépensait, à quoi il l'employait? À ses besoins personnels. Chacun sait que l'argent de la prostitution finance les grandes affaires du banditisme, les grandes, les petites. Enfin, c'est pas mal d'acheter des armes, de payer des personnes qui donnent des renseignements sur telle banque. Ou... Il était aussi truand. Enfin, voyou. Les bars de la rue Saint-Denis. C'est là que se retrouvent de jour comme de nuit les petits souteneurs qui viennent surveiller leur cheptel et les hommes de main qui travaillent pour un caïd. Cet homme, que nous avons vu stationner au même endroit à chacun de nos passages, n'est manifestement ni un client, ni un commerçant du quartier, ni un policier. Il faut vérifier l'assiduité des filles et surtout surveiller les groupes rivaux qui pourraient tenter de s'approprier une prostituée. Parfois, un véhicule plus luxueux se mêle à la circulation. La police, elle aussi, est présente. Elle aussi pour maintenir l'ordre. Et puis pour distribuer des PV comme cet inspecteur qui chaque jour, carnet en poche, fait son tour du quartier. Car si la prostitution n'est pas un délit, le racolage est une contravention. Une contravention, comme pour une voiture en stationnement interdit, mais une contravention à 600 francs. Un PV tous les 2 jours, c'est à peu près la moyenne. Cela fait, pour l'État cette fois, 45 millions de francs par mois. C'est sans doute pour cela que l'on dit que l'État est le principal proxénète de France. Et puisque la police est là à tout instant, pourquoi n'y a-t-il pas plus de prostituées qui osent se plaindre? Qu'est-ce qui pourrait arriver à une fille qui donnerait son proxénète? Je sais que j'en ai connu une qui en est morte. Combien est-ce que vous rapportiez à votre souteneur? En moyenne, disons. Beaucoup d'argent, énormément d'argent. 5-6 millions par mois. 5-6 millions par mois? Ah oui. Et il y avait d'autres femmes qui travaillaient pour lui? Oui. Le souteneur, pour récupérer son salaire, invite la fille au restaurant et puis lui offre une soirée. Bon, quelquefois, ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, il faut quand même qu'il mette les formes. S'il veut rentabiliser son capital, il faut que la fille soit motivée de manière à... C'est-à-dire qu'il lui fasse croire... Oui, en principe, c'est ce qui se passe. On leur fait croire beaucoup de choses. Quel genre de choses? Qu'on va les arrêter, qu'on va leur acheter un petit bar, à condition d'en mettre un bon coup. Ce sont les mots employés d'ailleurs. Quand une femme veut s'arrêter, Oui, est-ce qu'elle peut acheter sa liberté? bien sûr, à des prix nettement prohibitifs, qui font que lorsque la fille est arrivée à réunir la somme, bien souvent on repart encore pour un autre, pour l'égalité de la somme. Mettons, je connais des amis à qui c'est arrivé, on leur a imposé 30 millions, et une fois qu'elles ont payé 30 millions anciens, eh bien, on a dit, bon, ben, tu me dois encore 30 millions. En fait, c'est sans fin. Ou alors, il faut s'arrêter, disparaître. Disparaître, changer de vie, travailler normalement, enfin, honnêtement, je veux dire. Enfin, quand je dis honnêtement, je veux dire avoir un emploi normal. Et qu'elles n'ont pas la réaction ou la possibilité d'aller se plaindre dans la police, d'essayer de s'en sortir? Je ne répondrai pas à cette question. J'ai pas envie d'en parler. Vous n'avez pas envie de parler parce que ça évoque des souvenirs pénibles pour Oui, vous, ou bien exactement. parce que c'est ça? Les 40 000 prostituées de France, il faut les voir sur les trottoirs, la peur au ventre, et elles ne parlent pas, et elles ont peur. Est-ce que vous, dans votre expérience, la violence a été souvent présente? Tous les jours pendant 4 ans. Et sous quelle forme? Tous les jours, oh, vous savez, ces messieurs connaissent, je sais pas, connaissent bien les tortures que pouvaient employer les nazis, peut-être, je sais pas, j'ai pas connu ça, mais la baignoire, les brûlures de cigarettes,
les coups de matraque, les coups de ceinturon, j'ai eu un couteau sur le ventre je ne sais combien de fois, j'ai eu des plaques de cheveux enlevées sur la tête aussi, j'ai eu... les coups, c'était tout le temps. Vous savez, dans le milieu, les macros donnent des coups comme ils font l'amour, entre guillemets, parce que ça aussi, ils sont complètement impuissants. Hein. Bon, pour eux, c'est une règle. Ils donnent des coups comme ça, et la femme réussit à accepter. Ça fait aussi partie du conditionnement. Et on ne vit plus tout à fait de la même façon. On est très entouré, surveillé, mais on ne le sait pas. En fait, on croit qu'on est entouré. On va toujours dans les mêmes restaurants, on prend des taxis, il y a des règles, des lois, il y a une morale, il y a un langage, il y a tout ça. Et tout ça se fait très doucement, petit à petit, et on entre là-dedans et on se fait complètement conditionner. Une femme n'a droit à rien dans le milieu, hein, ni à la parole, ni rien, elle a le droit de penser, ce qui est déjà pas mal. Et encore, je dis, à condition que ses pensées ne se lisent pas sur son visage. D'ailleurs, c'est pas pour rien, dans le milieu, on appelle une femme un colis. Alors, une femme n'a pas le droit ni de parler, ni de décider, ni de choisir, rien. Cet endroit est l'entrée d'un ancien hôtel de passe. La fermeture des hôtels devait mettre un terme au proxénétisme hôtelier, celui des souteneurs prévoyants et des truands arrivés. Mais rien n'a changé, les chambres d'hôtel ont été simplement transformées en studios. Est-ce que vous connaissez des souteneurs qui ont un certain nombre de studios, même par personne interposée, dans le quartier de la rue Saint-Denis ? Bien sûr, ils ne les ont jamais à leur nom. C'est toujours des prête-noms. Il y a presque des consortiums qui sont établis. J'ai connu 2 personnes qui en avaient, je crois, 18. 18 studios. À L2. Et combien rapporte un studio par mois ? Disons que pour une seule occupante, les prix varient entre 3 000, 4 000, 5 000 quelquefois, même 6 000, suivant les quartiers. Par mois et par par occupante. mois. Par mois et par occupante. Et en général, il y a combien d'occupantes dans un studio ? Ça peut varier de 2 à 6. Il y a différentes équipes. Il y en a qui arrivent le matin. Les filles travaillent la plupart du temps à 2 ou à 3, c'est possible aussi. Et ensuite, il y a un changement d'équipe vers 5h, 6h, 7h. Et les filles de nuit arrivent. Alors, ça pose toujours des problèmes parce que, évidemment, on se gêne. C'est-à-dire que 24 heures sur 24... Le studio est en rotation. Il est avec, toujours occupé. Toujours occupé avec, disons, 3 équipes de 2 ou 3 filles. Oui, voilà. Avec ce système des 3-8, un studio peut rapporter 50 ou 60 000 francs par mois. On imagine les intéressantes opérations immobilières qui ont eu lieu. Il y a aujourd'hui 500 studios en activité dans le quartier Saint-Denis et il s'en ouvre de plus en plus. L'organisation quasi industrielle du quartier Saint-Denis présente quand même quelques exceptions. Et nous sommes allés voir l'une des très rares prostituées indépendantes. Une prostituée sans souteneur rue Saint-Denis ne peut être qu'une forte personnalité. À la base, si vous voulez, c'est l'isolement complet. Parce que si je commence à côtoyer ce milieu, je sais pertinemment que j'y laisserai beaucoup de choses. Donc je viens ici faire mon travail, comme si j'allais dans un bureau. Quand mon travail est fini, je m'en vais, je rentre chez moi, personne ne sait où je suis. C'est le seul moyen d'être tranquille et libre. Est-ce que vous pouvez exercer librement votre métier ? Oui, je l'exerce librement, oui. Vous n'avez de compte à rendre à personne ? Non. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialisation ? Au départ, parce que ça m'a permis de sélectionner ma clientèle. J'ai toujours fait ce métier en partant du principe qu'avant d'être prostituée, j'étais une femme. Donc je ne veux pas me rabaisser. Alors j'ai sélectionné, j'ai fait les masochistes. Ils sont des hommes intéressants en dehors de leurs fantasmes et qui respectent la femme surtout, qui ont un grand respect de la femme. Vous travaillez avec votre tête au lieu du corps. Et puis ça vous permet d'approfondir un peu, de connaître la race humaine. C'est un métier qui est intéressant à faire, si vous voulez. C'est même amusant pendant un moment. Quand vous en avez fait le tour, il n'y a plus rien à découvrir. Et ça commence à être l'ennui. Qui sont les gens qui viennent vous voir ? Les intellectuels, principalement. Je crois que plus les gens sont élevés dans la société, plus ils se posent de questions, plus ils sont torturés.
médecins, des avocats, des politiciens, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, beaucoup de professions libérales. Beaucoup de jeunes également qui n'existaient pas il y a 10 ans. De très jeunes, des garçons de 18-20 ans. Beaucoup d'étudiants en médecine, de psychanalystes. Comment êtes-vous venu à la prostitution? Je sortais de pension où je ne savais rien faire du tout. Pension religieuse? Oui, pension religieuse, lycée. Et puis, je suis partie sur la Côte d'Azur, tout de suite à ma majorité. Et là-bas, j'ai fait la connaissance d'une femme qui était prostituée. Puis voilà, en discutant, ça m'est venu comme ça. Et voici le dernier hôtel de passe artisanal du quartier Saint-Denis. Le vestige d'une époque héroïque balayée par les opérations immobilières, les studios où on travaille à la chaîne, les sex shops et les spectacles porno. Le dernier hôtel de passe est bien sûr la dernière taulière, Madame Marie. Madame Marie, lorsque nous sommes allés la voir, croyait avoir lassé la police et ne redoutait plus que le fisc. Puis des amendes. Combien vous devez? Combien est-ce que vous devez payer? Ah, ben dites, écoutez, vous voulez que je vous montre les feuilles d'impôt? tout à l'heure. Hein? Dites-moi. Eh ben, j'en ai une de... Oui, alors, 77. J'en ai une de 5 millions et quelque chose. Une autre de 4 millions. Oh, puis les autres, je sais même plus. Enfin, j'ai 2 amendes. Une de 1,2 million et puis une d'1 million. Et comment... Et puis j'en ai... Comment est-ce que vous pouvez payer toutes ces amendes? Eh ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Tous les mois, je leur donne tant, hein? Alors, c'est ça l'histoire, hein? Il faut leur donner... à faire tourner vos chambres? Eh ben, obligatoirement, hein? Ouais. Alors là, nous avons une chambre que je garde pour ma famille quand ils viennent, vous comprenez? Parce que comme avant, on avait plusieurs chambres qu'on pouvait donner. Mais là, je garde 2 chambres au premier pour travailler. C'est-à-dire que vous ne travaillez plus qu'avec 2 chambres? Ah, avec 2 chambres. Et vous avez une clientèle régulière, genre des vieux habitués qui viennent Oh, mais oui, ça fait plus de 20 ans qu'ils viennent. Ah, oui? Des commerçants, que leur femme est en vacances, leur femme est âgée, et ainsi de suite, qu'est-ce que vous voulez. Vous connaissez tout le monde dans le quartier, j'imagine? Oh, ben certainement. Oh, mais il y a eu beaucoup de changements, hein. J'ai l'impression qu'on vous laisse quand même un petit peu tranquille. Oui, on me laisse un peu tranquille, forcément. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que qu'est-ce que... Vous voulez, il faut quand même que je vive, hein. Alors si, j'ai rien d'autre, hein. Quelques jours après notre visite, le dernier petit hôtel de passe de la rue Saint-Denis était fermé par décision judiciaire. On ne badine pas avec le proxénétisme hôtelier. À Pigalle, comme partout ailleurs, les hôtels ont été fermés. Mais les proxénètes n'ont pas été longs à trouver quelque chose pour les remplacer. Cabaret, boîte de nuit, bar avec hôtesse montante d'un côté de la rue, hôtel de l'autre. En nous postant à une fenêtre, nous avons pu observer le va-et-vient entre certains bars et l'hôtel qui leur fait face. Un hôtel dont le propriétaire a eu plus de chance que Madame Marie, puisqu'aucune procédure n'a jamais pu relever contre lui la moindre infraction. En réalité, rares sont les hôtels parisiens qui ne se livrent pas au proxénétisme hôtelier. 1 ou 2 chambres discrètement réservées aux passes des prostituées du quartier. Ici, dans le 14e arrondissement, cela se passe à la bonne franquette. 3 ou 4 filles qui arpentent le boulevard, quelques hôtels de voyageurs tout à fait respectables. Il faut beaucoup d'attention pour découvrir le manège des prostituées qui, manifestement, ont de bonnes relations avec les habitués de l'endroit. Tout aussi discrètes sont les descentes de police. Lorsque les services spécialisés ont réussi à établir les faits, tout le monde est embarqué, prostituées et clients, qui vont être entendus comme témoins. Quant à l'hôtelier, il risque surtout un important redressement fiscal, et cela semble bien être le but de l'opération. Car dans ces cas-là, on ne peut vraiment pas parler de lutte contre le milieu. Comme c'était le cas lors de la fermeture des maisons d'abattage à Barbès. Les hôtels de passe, les maisons d'abattage sont fermées maintenant. On le dit qu'ils sont fermés, mais ça existe toujours, ne serait-ce que pour
subvenir aux besoins des immigrés qui habitent dans ce quartier. Et ces femmes qui travaillent dans les maisons d'abattage, elles reçoivent combien de clients par jour? Ah bah un maximum, hein, parce que c'est corvéable et servable à merci. C'est jusqu'à ce qu'elles ne peuvent plus. J'ai connu le cas d'une femme qui avait travaillé là-dedans et qui en est morte parce qu'elle attrape des maladies. Et ces femmes qui y travaillent, ce sont des femmes qui ont été envoyées là, qui sont oui, punies, oui, qui sont... là, ces maisons, c'est le bas étage de la prostitution. Hein. Elles sont encore moins libres Oui, qu'ailleurs. Elles sont pas libres du tout parce que moi j'avais encore la possibilité de m'acheter un jean ou un pull, elles ont rien. En plus c'est comme un abattage, il faut presque être à poil. Et là si elles pouvaient faire ça dans l'escalier, elles le feraient. Parce que c'est compté, le nombre de clients à la minute, on ne peut pas rester le maximum de temps. C'est à Barbès que nous avons suivi les inspecteurs du groupe des studios de la brigade mondaine. Première opération, un immeuble délabré, Vous avez une pièce d'identité, c'est la police une de ces judiciaire. maisons d'abattage clandestines qui subsistent dans le quartier de la Goutte d'Or. Vous habitez seul ici? Vous allez vous rhabiller un petit peu, hein? Oui. Vous êtes une squatter? Oui. Hein? Un squat. Pas de propriétaire, pas de responsable, pas d'inculpation possible. Les policiers, sans illusion, effectuent un simple contrôle d'identité. Hein? Et l'eau qui est là-bas dans le tonneau, là, c'est pourquoi? C'est pour vous laver? Hein? Oui. Dans de l'eau sale comme ça? Oui. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est comme produit? C'est pas possible. Vous avez vu comment elle est? Quelle couleur elle a? Oui, j'ai vu, bien sûr que j'ai vu, c'est moi qui l'ai mis. Alors non seulement vous prostituez, mais ensuite, en plus, vous risquez de donner des maladies aux gens. Non, parce qu'on va chez le docteur. Hein? Moi, je vous coupe la parole. On va une fois par semaine pour les prises de visite et une fois par mois pour les prises de sang. Bon, vous attendez, hein. Vous prenez pas de clients tant qu'on n'est pas quitté. Oui. Vous les faites partir, les messieurs, là. Hein? Ils vont attendre dans le couloir, là. Hein? Parce que... Depuis ça fait des années, on se connaît comme ça, Des années? comme copains, quoi, ouais. Et vous m'aviez dit que vous viviez maritalement avec lui? Mais bien sûr. Oui. Et vous habitez au Havre, lui il habite ici, il a ses papiers de chômage dans un On se voit comme ça, quoi, bien sûr. Ouais. Les souteneurs sont là. J'ai le droit de se Ils ne sont pas trop inquiets. Contre toute vraisemblance, on les fait passer pour des amis de passage. Vous faites des travaux Quand avec? il y a quelque chose à arranger ici pour les dames, je les arrange. Ah là là là. Elle vient du 147 Saint-Denis. Qui c'est qui vous a envoyé ici? Personne. Hein? Personne. Parce que c'est quand même étonnant de passer de la rue Saint-Denis à la rue d'ici à la Goutte d'Or, quand même. J'ai travaillé des 10 ans. Son nom, c'est quoi? Non, mais le vrai. Travaillez où à Barbès avant? En hôtel? Cette jeune femme qui vient de la rue Saint-Denis a de toute évidence été envoyée ici en punition. Elle non plus, elle ne dira rien. Et après, quand ça a été fermé, vous êtes parti rue Saint-Denis? Oui, de toute façon, je connaissais la rue avant. Hein. Oui. Quelques rues plus loin, toujours avec les inspecteurs de la mondaine, la filière ghanéenne. Bonjour madame, vous êtes locataire ici? Hein? Vous êtes locataire? Supporter? Locataire. Vous habitez ici? Vous avez un bail? Moi? Oui. Oui, moi, il n'y en a pas de chambre. Moi, je dors ici. Quelques dizaines de prostituées venues d'Afrique noire ont été installées à Paris, dans ce quartier où résident de nombreux travailleurs immigrés. C'est lavé tout. Oui, d'accord, ça c'est lavé, j'ai bien vu. Mais qu'est-ce que vous faites ici, là? Moi, on n'a pas fait, il n'y a rien, monsieur. Hein? Tic-tac. Vous faites tac-tac un peu? Non. Non? Non. Vous avez pas de fiche de paye, vous avez rien du tout? Moi? Hein? Moi? C'est un cousin qui vous a prêté? Il dit? C'est votre cousin? Cousin? Oui. Non, monsieur. Moi, Non? Vous comprenez pas, hein? On le voit, les renseignements ne sont pas faciles à obtenir. Les filles qui savent qu'elles ne risquent rien jouent à fond l'incompréhension. Qu'est-ce que vous faites ici? Elle est allée comme un lapin. Ouais, quoi. C'est un papier comme quoi vous êtes réfugié politique? Vous êtes réfugié du Ghana? Oui. Oui. Depuis combien de temps vous êtes en France? Réfugiés politiques, donc pas d'expulsion possible. Ça a Comme été pour le fait squat de la rue de la Goutte d'Or, les inspecteurs font un peu d'intimidation et puis s'en vont. Là encore, les proxénètes sont tranquilles, personne ne les mettra en cause. Femme grossie. Oui, s'il vous plaît. La filière brésilienne maintenant, entre Barbès et Clichy. Des travestis qui viennent des bidonvilles de Rio et à qui on a promis une vie facile et la possibilité de gagner beaucoup d'argent. En réalité, ils sont pris en main dès leur arrivée à Paris par une organisation très structurée.
Hein? Je parle doucement avec vous. Non, mais vous dites que vous êtes une femme normale. Non, vous n'êtes pas une femme normale. Je ne suis pas une femme normale, mais Bon. je suis une femme de tête. Oui, d'accord. Et de toute façon, je suis une femme du bon cœur. Oui, d'accord. Et c'est pas gentil. Mais néanmoins, votre tenue n'est pas correcte pour se trouver dans la rue. Oui, je crois. Vous devriez au moins cacher votre poitrine. Les travestis ne se laissent pas intimider facilement et les policiers ont parfois bien du mal à vérifier leur identité. Bien. Pourquoi? Rentre pas. Rentre pas, j'ai mis de la bombe. Ouh, la vache. Il va se balancer aussi, quoi. Il va se balancer. Oh putain. Oh la vache. Il y a de la bombe là-haut, attention. Hein? Il y a de la bombe. Ouh la vache. C'est quoi? C'est de la paralysante? Vas-y, les collègues. Milton, tu viens bien. Hein? C'est quoi, non? C'est quoi ça? Milton, il y a combien là-dedans? Il y a 10 paquets. C'est bien classé, hein? Combien? 1, 2, 3, 4. Oh, je suis la seule autre femme ici. 8, 9, 10. J'ai jamais fait de mal à 1 quelqu'un. million en espèces. Le sac de cette femme contient déjà plusieurs dizaines de milliers de francs. C'est elle qui, pour le compte des proxénètes, recueille l'argent des passes de la journée. Seule femme de l'immeuble, elle sera aussi la seule à craquer. Elle m'a laissé parce que j'ai des problèmes, j'habite dans un hôtel. J'ai 4 personnes J'ai pas qui où viennent manger travailler, chez j'ai moi. pas de jour, elle me laisse de temps en temps, comme mes copines me laissent aussi. D'accord. Et celle-là, je la connais pas, moi, celle-ci. Non, moi je fais des passes un peu partout. Deux, il y a elle et la femme de ménage qui s'est tirée. Il faut la retrouver. Mais la c'est femme de compliqué. ménage, elle se tire pas puisqu'elle nettoie pas chez tout le monde. Elle s'est tirée quand? Là, tout à l'heure, là, à la dans l'immeuble. Oui, oui. Ils ont leur papier? Non, rien. Rien du tout? Mais qui est-ce qui vous a donné l'idée de venir ici? Comment ça s'est passé? Rien, parce que je vais finir ma barbe, faire plein de trucs, prothèses et tout ça, et c'est ici qu'on fait. Et qui est-ce qui vous a fait ces prothèses et tout ça? C'est les médecins. Quel médecin? Autour des... Ça vous a coûté combien de faire ces prothèses? 2 médecins ont partie liée avec les organisateurs de la filière brésilienne. Ils effectuent des opérations en mettant parfois en danger la santé de leurs clients, mais il faut que les travestis soient opérationnels au plus vite. Les Brésiliens passeront des années à rembourser les sommes qu'on leur a avancées. C'est pour cela que la sous-maîtresse, c'est comme ça qu'on dit, leur confisque l'argent au fur et à mesure qu'ils le gagnent. J'ai 5 gosses. Je sais, oui, mais c'est pour ça, mais ne vous inquiétez pas. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour moi. Ma petite Sabrina va qu'elle se voit. C'est la petite de tous. Et puis je suis la seule autre femme ici, j'ai peur. Quelques minutes seulement après le passage des inspecteurs, les travestis sont à nouveau dans la rue. La surveillante, remise de ses émotions, continue à remplir son sac à main. Les proxénètes, dont certains sont installés dans le café voisin, ont attendu que l'orage passe. Les propriétaires en titre des locaux, les seuls qui auraient pu être inquiétés, sont domiciliés au Brésil ou en Suisse. Oui, mettez-vous quelque chose sur le dos. Dernière intervention des inspecteurs de la Mondaine, un immeuble de studio dans le quartier Saint-Denis. Je viens du médecin à côté, je viens chercher mon chien, je suis pas d'ici. Ici, l'opération est plus sérieuse et doit théoriquement déboucher sur des inculpations. Ce n'est ni un squat, ni un immeuble dont le propriétaire réside à l'étranger. Allongez-vous un petit peu, et attendez, comme ça, Petit café, oui. ça ira mieux tout à l'heure. Reposez-vous un peu alors. Vous le prêtez jamais au studio? Non. Jamais? Pour dépanner une copine de temps en temps? Non, non. Une copine qui est dans la merde, qui a besoin de fric, qui a Non, des non, gamins. ça, trop de problèmes. Mais la procédure est complexe. Vous connaissez les problèmes? Il faut établir qu'il y a prostitution régulière dans chaque logement. Cela nécessite des jours de surveillance avant l'interpellation des prostituées et de leurs clients. Leurs témoignages serviront à établir un dossier contre les propriétaires qui seront alors inculpés de proxénétisme immobilier. Oh, vous n'êtes pas bien. Si vous me dites c'est mon fiancé. Oh, mais tout le monde, on dit c'est nos fiancés parce qu'on n'appelle pas ça vulgairement client. Et vous avez réagi quand même. Comment? Il y a ma femme et mon fils qui m'attendent. À quelle heure? À 5 heures. Eh oui. Vous veniez d'arriver là? Oui. Vous sortiez? Non, non, je venais d'arriver. Vous venez d'arriver? Je n'aime pas rentrer. C'est pas de peau. Come in tout ici à l'étage?
Une qui sortait de passe et puis les deux autres qui sont là-bas. Ça fait 2, 4, 5 personnes. scène 13 et scène 18. Voilà, brigade de stupéfiants et du proxénétisme. À chaque fois, c'est ça que je comprends plus, parce qu'on Comme n'est les jours plus de comme ça. mondaine, c'est tout. Oui, à la mondaine, ouais. 36 quai des Orfèvres. Une heure plus tard, tout le monde est embarqué. Les clients seront libérés dans la journée, les prostituées le lendemain et retourneront travailler au même endroit. Mais pour les policiers, l'opération ne débute pas trop mal. Ils ont réussi à prouver que 18 des 30 studios de l'immeuble servaient régulièrement à la prostitution. C'est plus tard, toutefois, que commenceront les véritables recherches. Nous avons pu nous procurer auprès de services fiscaux la liste des propriétaires des immeubles de la rue Saint-Denis. Les noms qui apparaissent sur ce document sont le plus souvent ceux d'hommes de paille ou parfois d'individus domiciliés à des adresses fantaisistes. Il faudra beaucoup de temps aux inspecteurs pour obtenir des renseignements utilisables et pour remonter jusqu'aux véritables propriétaires. Mais les studios seront probablement revendus, fictivement, et tout sera à recommencer. C'est sans doute cette difficulté à remonter jusqu'aux responsables, les seuls à commettre un délit, qui peut faire croire que la police est parfois tolérante avec les proxénètes. Prenez l'exemple de Barbès, où il y a des Ghanéennes qui travaillent aujourd'hui dans des conditions épouvantables, sans eau, sans électricité, qui se lavent dans des boîtes de conserve. On a vu arriver ces femmes avec des visas touristiques et 6 mois après, elles avaient un statut de réfugiés politiques. Elles ne sont pas parties du Ghana pour atterrir à Barbès toutes seules. Et ce statut de réfugié politique, quelqu'un leur a permis, quelqu'un leur a donné. Nous ne demandons absolument pas une répression plus importante pour tous ces gens qui arrivent sur le sol français, mais nous demandons quand même qu'il y ait un contrôle aux frontières, parce que tous ces gens n'atterrissent pas à Paris par hasard. Les Brésiliens ne prennent pas l'avion à Rio pour arriver au Bois de Boulogne le lendemain, comme on le voit. Donc tout le monde est au courant et personne ne fait rien. Qui les protège? Qui couvre cela? Il est quand même curieux que dans certains quartiers, dans certaines rues, vous avez des femmes qui ne sont jamais ramassées, qui n'étaient jamais ramassées auparavant, qui n'ont jamais de procès-verbaux aujourd'hui, et d'autres, c'est toujours les mêmes qui en ont, de même que vous avez des studios qui ne tombent jamais. Les vrais proxénètes, on ne les arrête jamais. On arrête toujours des minables ou alors les compagnons des femmes prostituées. Mais les vrais, ceux qui organisent, ils sont couverts, on ne les arrête jamais, on ne les inquiète pas, ceux-là. Dans le quartier de la place Clichy, se sont créés depuis quelques années, en marge du milieu traditionnel, de nouvelles zones de délinquance et de nouveaux groupes de proxénètes. Rien de bien inquiétant comparé à la mise en coupe réglée de Saint-Denis, mais pour les inspecteurs de cette circonscription, les petits souteneurs qu'ils surveillent sont plus dangereux qu'on ne le pense. Selon eux, Clichy pourrait bien être le vivier des futurs truands et des futurs caïds. Dans ce quartier, là, la plupart des Français, arrivés le soir, rentrent chez eux en rasant les murs. Je dis qu'il y a de l'insécurité ici. Hein. C'est pas... Les gens ont peur. Si vous passez 10 fois, 20 fois, vous allez repérer des personnes, vous allez voir leurs manies, vous allez voir des contacts se nouer, vous allez voir une micro-société, quoi. Alors, qui sont les petits proxénètes de ce quartier? Bon, la plupart, hein, je veux dire, 80% sont de jeunes étrangers, beaucoup d'Algériens, qui sont montés à Paris ces toutes dernières années et qui opèrent en bande pour commettre divers délits, notamment le vol à la tire et les agressions, les cambriolages, et qui se sont constitués un petit cheptel de prostituées un petit peu perdues, là, un petit peu des zonardes, des filles qui mettent sur le tapin là, dans ces rues là, et qu'il se passe. Alors voilà, là, à gauche, là, le type même de ces jeunes délinquants, là, derrière le vendeur de boubou, là. Ouais. Voilà, c'est exactement le genre. Je crois qu'ils me connaissent un petit peu, d'ailleurs. Oui. L'agence pour l'emploi, ils connaissent pas. Les impôts, ils connaissent absolument pas. Les fiches de paye, vraiment, sont des marginaux intégraux. Ils vivent au jour le jour. Ils vont pas prendre ils n'ont pas de meubles. Ils vivent souvent dans des hôtels. Quand ils ont plusieurs filles, ils vont d'une chambre à l'autre, d'un hôtel à l'autre. En plus, ils gagnent de l'argent avec leur délit, leur vol à la tire.
qu'ils en font? Ils le flambent? Oui, ils flambent, c'est le jeu. Ils flambent, ou alors peut-être qu'ils en envoient un peu au pays, à la famille, hein, ça c'est possible aussi. La répression contre eux est bien faite, bien organisée, on arrive à les contrôler, on arrive à les... On arrive à les contrôler, on arrive à les connaître déjà. On arrive à les connaître, et c'est là que le délit de proxénétisme peut être un petit peu intéressant pour les cerner, c'est que ces garçons-là, qui font du vol à tir, on n'arrive pas à les attraper en flagrant délit, sur ces délits mineurs. Et très souvent, le délit de proxénétisme nous sert un petit peu à les coincer, nous sert un petit peu à contrôler, à endiguer le trop-plein de délits dans ce quartier, quoi. Et bien sûr, on travaille avec des indicatrices, avec des filles qui nous font part des malheurs de leurs amis ou de leurs ennemis. Hein. Qu'est-ce qu'ils risquent? Qu'est-ce qu'ils prennent, en général? Et lorsqu'ils sont récidivistes, ils prennent des peines 1 an, 18 mois. Et puis des fois, avant ils prenaient une expulsion, mais maintenant c'est terminé. Mais enfin, en général, on les revoit quelques mois après, quoi. Il est un peu tôt encore, hein, parce que ça... Ce sont des gens qui... En voilà 2, là, par exemple, ce sont des tireurs, là. Je dis ce sont des tireurs parce qu'ils sont tireurs avant d'être proxénètes, pratiquement. Dans le proxénétisme, c'est un petit peu leur collectif. C'est de là qu'ils traversent, ça? Oui, c'est C'est la même bande que ceux qu'on a vus tout à l'heure au café, là. Ils doivent être une vingtaine ou une trentaine, là. Ils sont tous originaires de Skikda. Et pour eux, ils vivent une vie tout à fait heureuse. Hein. L'après-midi, ils se lèvent vers 2h, 3h de l'après-midi. Ils se retrouvent dans un café du coin. Ils passent leur après-midi dans le métro ou dans les autobus à faire les portefeuilles en douceur, en artiste ou alors en force. Et puis ils se retrouvent à l'heure de l'apéritif, le soir, dans les boîtes arabes du quartier. Ils viennent prendre l'argent. Vous la connaissez, la petite, là? Non, très mal. C'est une nouvelle, c'est une petite jeune. Mais elle doit passer 10 heures par jour ici, là, à peu près. Celle-là, si... Vraiment, ça m'étonnerait qu'elle travaille pour elle. Hein. Devant ce qu'il faut bien appeler l'impuissance des pouvoirs publics, une association privée tente de faire pression sur les autorités policières et judiciaires pour que les proxénètes soient mieux pourchassés et plus lourdement condamnés. Ce sont les équipes d'action contre la traite des femmes et des enfants. Est-ce qu'à votre avis, la police dispose d'un arsenal suffisant pour lutter contre le proxénétisme? Est-ce qu'elle a véritablement envie de lutter contre le proxénétisme? Et est-ce que les juges, l'autorité judiciaire, condamnent suffisamment lourdement ceux qui sont coupables? Ils condamnent plus lourdement maintenant, et je pense grâce à nous. Voyez-vous, enfin, je voudrais pas nous faire des fleurs, mais nous jeter des fleurs, mais c'est vrai que depuis 25 ans que l'association existe, on a fait changer les lois à longueur de temps. Malheureusement, nous estimons, et ils l'estiment aussi, que la police est très souvent démobilisée par le fait que quand ils arrêtent un gars, eh bien, il est dehors un mois après, ou quelquefois pas plus. Il est certain que c'est plutôt à l'échelon des tribunaux qu'il y a quelque chose à faire. Ceci dit, je connais un juge d'instruction qui m'a fait venir un jour une fois, je vous l'avoue franchement, c'était le juge d'instruction tout à fait à la shérif du Texas, avec les pieds sur la table et l'air tout à fait décontracté, jeune et charmant, mais qui m'a dit, moi, il y en a marre, hein. Ce jeune proxénète, dans la même année, ça fait 3 fois que je le vois. Je le prends, je lui fais un dossier, il passe devant les tribunaux et je le revois 2 ou 3 mois après, il revient et il tombe pour la même fille et pour le même motif. Bon, je le renvoie en tôle et il me revient une 3e fois. Alors, je trouve que 3 fois dans l'année pour le même type, ça suffit comme ça. Je vais essayer de lui mettre n'importe quoi sur le dos, mais j'en ai marre. Je trouve qu'ils doivent être condamnés davantage et que c'est... Et vraiment, ce juge d'instruction était charmant, mais il ne comprenait pas. Ben, je lui ai dit, bon, mon cher ami, c'est pas à votre échelon donc que ça se tient, mais ça se tient à l'échelon du tribunal lui-même.